Propriétaire de Plex, simplifiez votre gestion avec Wi-Fi Québec. Le seul fournisseur Internet conçu pour le multilogement avec son propre réseau. Enregistré au CRTC, Wi-Fi Québec affirme offrir un Internet encore plus rapide que la fibre. De l'installation à la maintenance, en passant par la distribution et un support 24/7, tout est pris en charge pour vous et vos locataires. Demandez votre soumission dès aujourd'hui. wifiquebec.com. Gestion immobilière Faleschini-Mercier, entreprise d'investissement et de gestion immobilière bien établie à Québec et Lévis, est en pleine croissance. Nous gérons près de 2000 logements et poursuivons notre développement pour assurer un service durable et de qualité. Nous sommes à la recherche de gestionnaires immobiliers, d'agents de location et d'adjoints administratifs motivés. Joyeux une équipe solide, humaine et ambitieuse. Faites carrière avec Gestion immobilière Faleschini-Mercier dès maintenant en appliquant au 418-658-0404 ou au groupe mercini.com. Bienvenue au Proprio Podcast, le rendez-vous des passionnés d'immobilier multirésidentiel et commercial où on dit les vraies affaires. Des chroniqueurs, des invités, des discussions franches, nos opinions sans filtre. Pour les investisseurs, développeurs, promoteurs et proprios engagés. Animé par Michael Faleschini et Karine Mercier. Le Proprio Podcast où l'on parle immobilier. Salut tout le monde, alors bienvenue à un autre épisode du Proprio Podcast, toujours en compagnie de Michael Faleschini et Roxane Bédard. Salut Roxane. Salut Michael. Ça va bien? Oui, toi? Bien sûr, ça va super bien. Écoute, aujourd'hui, on reçoit un monument de l'immobilier, de la gestion immobilière à Québec. Non, c'est vrai quand même. Oui, absolument. On reçoit Simon Lessard qui est fondateur, copropriétaire de MSI Gestion immobilière. Salut Simon, ça va bien? Bonjour, ça va bien vous autres? Oui. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au podcast. Puis ça va être intéressant de voir, on est pas mal dans le même domaine d'activité, tout ça. Puis tu sais, je suis sûr qu'il y en a qui vont faire un peu le saut, dire il invite le propriétaire d'MSI, tout ça. Mais c'est un peu ça le but aussi, de se prêter à l'exercice, de jaser un petit peu. Là. En tout cas, on a un bon planning, on a plusieurs sujets qu'on va parler. Mais avant tout, écoute, peux-tu nous parler un petit peu des débuts, comment ça a commencé, tout ça, MSI? Je pense que ça fait plus d'une vingtaine d'années que ça existe. Donc, c'est pour ça que je dis que tu es un monument, là, parce que tu sais, c'est quand même une entreprise qui est implanté à Québec depuis plusieurs années. Donc, ça a commencé où tout ça? Tout à fait. Ben, en fait, ça a commencé en 2001. Moi, je suis arrivé en 2006. Donc, j'étais dans le commerce de détail, puis j'avais de l'immobilier un petit peu, puis ça m'intéressait un peu moins de faire du détail. Donc, j'ai eu une offre d'acquisition qui est venue par ma mère à l'époque. Donc, j'ai racheté la compagnie Multiservice Immobilier, qui était détenue par Marc Desbiens, qui était on va dire qu'il avait quitté à l'époque du Four Saint-Mars pour partir sa propre gestion immobilière. Et donc, je suis arrivé là. Il y avait à peu près 150 logements dans la gestion. Donc, j'ai commencé en 2006 là, à faire la gestion. Donc, mais c'est parti de là. Par la suite, évidemment, à travers toutes les années, j'ai continué à avoir mes restaurants et tout ça à travers des premières années pour vendre l'ensemble de mes commerces. Parce que je pense qu'il y a vers 19 ans, là, dans le fond, tes premières expériences en entrepreneuriat, c'était vraiment dans la restauration. Oui. Tu as démarré un resto ou tu as acheté une bannière? J'ai commencé en restauration, j'ai eu une boutique de linge, j'ai eu toutes sortes de commerces. Là, donc, dès mes 19 ans, là, j'ai commencé à travailler à mon compte, là, effectivement. Okay. Donc, à travers ça, le travail des 19 ans, après ça, mon premier immeuble que j'ai acheté à 23 ans, puis après ça, ainsi de suite, là, donc avec le commerce de détail, l'immobilier m'a toujours intéressé. Donc, MSI est venu là, puis là, j'ai commencé à gérer les immeubles des autres, apprendre à faire ça, puis délaisser un peu le commerce de détail, ce qui est quand même assez stimulant. Donc, MSI, à travers les années, ça fait maintenant, là, on va voir le 13 décembre prochain, 25 ans. OK, donc, ça va faire 20 ans que je suis là. À travers ces années-là, mais évidemment, il y a eu beaucoup de personnel, beaucoup de monde autour de l'équipe. Tu sais, qui pourrait agrandir ça? J'ai eu quelques associés, dont plusieurs qui sont présents. Donc, Alexandre Martel, Nicolas Martel et Benjamin Larocque, qui est dans notre équipe aujourd'hui. OK, good. Puis écoute, tu sais, dans le fond, tu as acheté la bannière, pas la bannière, mais l'entreprise qui gérait déjà 150 portes. Tu sais, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? C'était-tu dans le but de vouloir monter un parc immobilier, tu sais, ou vraiment opérer une compagnie de gestion, ou tu savais un petit peu que tu allais potentiellement imbriquer les deux? C'était quoi un peu le thinking en se disant, je m'en vais aller acheter une compagnie qui gère 150 portes? Thinking, c'était, en fait, j'avais parti plusieurs entreprises de zéro, donc je me suis dit, cette fois-ci, je vais partir de quelque chose qui existe déjà. Tu sais, On a une petite longueur d'avance. Ouais, déjà. en fait,
la base. On va dire du jour 1, il y a un petit revenu qui rentre dans l'entreprise, et non de zéro. Donc, mon idée, c'était de gérer les autres, gérer les miens, puis en acquérir et en gérer les autres aussi. Donc, c'était vraiment là, pas seulement d'acquérir des immeubles, mais de faire la gestion. Au moment où tu as acheté, c'était pas une business qui avait des employés. Zéro employé. Il y avait monsieur des biens, là, personne d'autre. Tu as acheté un portefeuille d'immeubles sous gestion. Ouais. Puis, à cette époque-là, à ce moment-là, ça ressemblait à quoi un petit peu le marché de la gestion immobilière à Québec? Y avait-tu déjà des joueurs qui sont là aujourd'hui? Est-ce que, il y avait des joueurs qui étaient là. La France Mathieu était là. Dufour Saint-Mars qui était encore là. Il y avait... je ne me rappelle pas tous les noms, mais c'était sûr que c'était pas la manne des gestions immobilières comme aujourd'hui. Il y en avait beaucoup moins. C'était moins... Ça, à l'époque, il faut se rappeler qu'à l'époque des années 90, ça, c'était des courtiers plus, qui faisaient la gestion des immeubles des gens. Puis c'était pas organisé comme ça au début. Souvent, c'était ça qui arrivait. Donc, effectivement. Puis là, tu as été longtemps tout seul. Ben longtemps, tu vas nous le dire, mais dans cette entreprise-là, tu as géré un peu... J'avais mon associé du restaurant, puis j'avais pas d'employés, j'avais beaucoup de sous-traitants au début. Puis après ça, bien évidemment, là, plus ça grossissait, plus j'ai eu des employés. J'ai un employé tout de suite après, j'ai engagé une comptable. Donc ça, j'ai engagé, ça a grossi tranquillement. Puis pour jusqu'à temps d'arriver à engager des hommes à tout faire, j'ai fait chercher ma licence d'entrepreneur général. Puis là, j'ai engagé plus d'hommes à tout faire là, à l'interne là, dans MSI. Parce que MSI aujourd'hui, c'est 3 entreprises. C'est MSI Construction, MSI Gestion, MSI Développement. Donc, MSI Construction fait de l'entretien de bâtiments existants. Peux-tu nous parler un petit peu des 3 divisions? MSI Gestion, on peut penser que c'est un peu le classique. Là, on gère les immeubles. C'est quoi un petit peu les 3? MSI Gestion, en fait, était au départ seul. Je l'ai séparé en 2 avec MSI Construction, dû au règlement puis de la construction du Québec. Donc, à savoir là, comment... C'est un peu nébuleux, là, tout ça, là, comment se conformer parfaitement à la régie du bâtiment, là, la loi R20. On va en parler tantôt. Donc, c'est un peu ça l'idée. Évidemment, aujourd'hui, ils sont ensemble, mais ils travaillent de lien ensemble. Donc, parallèlement là, les 2 ensemble. Simplement 2 entités, mais c'est... MSI Gestion puis MSI Construction sont comme liés, puis MSI Développement sont toutes liées. MSI Développement fait du développement immobilier avec des partenaires, différents projets. Mais MSI Gestion fait déjà à peu près 4000 portes là, sous gestion présentement de différents clients. Puis MSI Construction fait l'entretien de ces immeubles. Là. Donc, on n'a pas de clients externes. MSI Construction le fait pour monsieur, madame, tout le monde. Là. Donc, c'est un peu une entité qui vient servir. C'est plus d'un point de vue technique ou législatif sur ce plan-là. Puis, est-ce qu'à un moment donné dans ta carrière, puis avec tes associés, vous êtes venu la question de dire, écoute, est-ce qu'on travaille, on gère juste nos propres portes ou on continue? Est-ce qu'à un moment donné est venue cette question, est-ce qu'on gère juste notre parc ou on gère aussi pour d'autres, on ouvre le marché? Oui. Est-ce qu'il est venu un peu ce questionnement-là à un moment donné? C'est toujours une question qui a toujours été existante. Mais chez MSI, on fait la gestion des autres et des miens. Donc, on ne pense pas là, éliminer nos clients du tout. Là. On veut conserver la gestion immobilière pour les autres et grossir à travers ça. On a vécu plusieurs histoires là, à Montréal, là, des compagnies de gestion qui ferment, des clients qui viennent chez nous, là, qui sont parce que beaucoup de clients, beaucoup de gestion, des fois, ils vont prendre temporairement des clients pour grossir leur monter un peu une équipe. Puis après ça, quand ils ont grossi leur propre parc, ils se concentrent un peu... c'est pas le cas chez nous. Là, on n'en avait pas parlé encore, mais là, vous autres, vous êtes à Québec, à Montréal aussi. Oui. OK. On est Québec, Montréal. Montréal, on était là depuis... Ça fait à peu près 2012 que j'ai acheté un immeuble à Montréal, puis j'ai commencé à la gestion à Montréal peut-être en 2018 à peu près, là, avec un de mes employés qui est parti à Montréal, puis j'ai commencé à ouvrir Montréal. Puis depuis ce temps-là, là, on est plus de 1500 logements à Montréal en gestion. Là. OK, puis qu'est-ce que vous couvrez comme secteur? Est-ce que c'est juste sur l'île de Montréal ou vous plus étendu? C'est plus étendu. Nos clients achètent des immeubles, puis on garde nos clients, donc on va un peu où est-ce que nos clients vont. Mais on est Rive-Sud de Montréal, l'île de Montréal, donc on est à peu près de Saint-Hyacinthe à Saint-Constant. Okay. Puis on est un petit peu sur la Rive-Nord, là, Repentigny, Terrebonne, un petit peu Laval, mais vraiment collé là, sur l'île de Montréal. Puis tu nous disais en pré-entrevue que le marché de Québec est un petit peu plus serré que celui de Montréal. Tu penses qu'il y a un petit peu plus de place, mettons, à de l'expansion pour une entreprise de gestion immobilière à Montréal? Ben en fait, comme le parc immobilier est à 50% à Montréal. Donc, ça fait en sorte que, évidemment, il y a plus de place à Montréal, plus de business à Montréal en gestion immobilière, mais il y a comme une façon de faire différente du fait que le déplacement entre chaque immeuble est plus dur. Donc, un
un 12 logements, on n'a pas un concierge résident nécessairement dedans, mais à Montréal, à l'époque, c'était ça un peu la réalité. Hein. Il y avait beaucoup de concierges résidents dans des petits plex, puis tous ces messieurs-là quittent un peu, ou ces madames-là quittent le on voit leur moins service. ça. Les plus jeunes, ils reprennent pas un peu cette fonction-là. Non. Ça intéresse pas les Pas du jeunes. tout. de faire Gérer ça. vidange, gérer la location, gérer beaucoup de choses, tâches comme ça, là, pour assez peu d'argent comme que les gens avaient à l'époque là, pour gérer ça. Donc, c'est un système qui quitte un peu Montréal, là, puis dû à la proximité, à la distance entre chaque immeuble, c'est difficile là, aussi. Là, Puis, tu sais, même à Québec, en tant que tel, tu sais, le fait que les concierges résidents sont un peu en voie de disparition, j'imagine que ça vient un petit peu augmenter le marché pour les entreprises de gestion immobilière parce que, tu vas pas, tu le sais peut-être mieux que moi, mais je pense qu'autrefois, ou dans les dernières années, les propriétaires, des fois, n'avaient pas nécessairement besoin d'avoir un gestionnaire parce que là, le concierge, c'est un peu une extension. Ouais. Beaucoup de tâches, tu sais, des fois, on voit même des concierges gestionnaires en tant que tels qui vont un peu à la bonne vieille franquette, là, qui vont faire les visites, qui vont même collecter l'argent ou les chèques quand c'était plus cette époque-là. Là, mais tu sais, donc ça, c'est un peu en voie de disparition. Fait que, tu sais, on peut penser que c'est peut-être une des raisons pourquoi que les compagnies de gestion sont de plus en plus en demande. Ben, ça fait partie des raisons. Les gens rentrent en gestion immobilière souvent soit par des problèmes humains. Hein, on gère des humains, puis des fois, ils sont fatigués d'en gérer. Là, donc, des problèmes majeurs. Ou sinon, c'est les travaux, beaucoup. Donc, la gestion des travaux ponctuels, pas les gros travaux, mais les petits travaux, souvent, là, qu'ils puissent se faire déranger. Donc, les deux styles de clients qui rentrent de cette façon-là. Puis aussi, il faut savoir que les gestionnaires, vous le savez bien, là, donc l'expertise d'un gestionnaire aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe de gérer un immeuble, optimiser un immeuble. Toutes les lois, les règlements ont changé là, depuis 25 ans. Là, déjà, là, c'est plus complexe. L'humain, le locataire, le personnel a changé aussi. Plus exigeant. La communication. Aussi la responsabilité. T'sais. Moi, j'ai commencé quand en 98, un locataire, ça avait un tournevis, ça serrait ses poignées, ça changeait la cage de toilette, ça faisait plusieurs tâches, le corridor leur appartenait. Aujourd'hui, les corridors leur appartiennent pas, puis c'est peut-être ça une fait partie du problème de la mobilité aussi. Là. Tantôt, tu nous as parlé du processus puis des embauches que tu as faites au fil du temps. J'imagine qu'au niveau de la gestion de la croissance, plus tu rentres des immeubles dans ton portfolio de gestion, plus ça augmente au niveau des RH aussi, au niveau du personnel. Mais de quelle manière vous avez réussi à bien doser ça? Combien... On parle de nombre de portes des fois, mais c'est quoi le sweet spot de nombre de portes où tu commences à intégrer ces éléments-là au lieu de passer sans sous-traitance finalement? En fait, je pense que déjà là, à quelques centaines d'immeubles, de logements, je pense qu'il faut commencer à penser à s'intégrer. Là. Plus ça va, évidemment, c'est toujours un jeu d'équilibre, là, savoir comment on a de demande. On voit que le personnel a changé, donc les besoins ont changé, la communication a changé. Donc aussi, il y a la technologie qui a changé. Quand j'ai commencé, c'était les journaux qu'on faisait nos annonces. Après ça, on se battait pour mettre des bonnes lettres pour être dans le premier ou encadré. Là, c'était pas la même game qu'aujourd'hui. Donc, c'est un peu la même réalité dans l'absorption de clientèle. Il faut être à la bonne place, pas trop d'employés, assez d'employés, mais souvent, c'est le nombre d'employés d'entretien qu'on ajoute beaucoup. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus là que ça va augmenter, plus qu'au niveau administratif. Là, maintenant, avec les outils qu'on a, là, on peut vraiment... Parce que est capable d'en prendre plus rapidement. C'est ça, puis tu disais que le domaine de la gestion immobilière, ça se complexifie de plus en plus. Puis moi, c'est quelque chose que je cesse jamais de dire, c'est que quand tu fais de la gestion immobilière, il faut que tu sois bon dans le volet de tous les travaux, la maintenance, il faut que tu sois bon en marketing, louer les appartements, tout ça, il faut que tu sois bon il faut que tu aies des compétences comptables, il faut que tu aies des compétences juridiques avec tout le TAL, puis tous les règlements. Puis même dans le volet travaux, il y a toute la RBQ, CCQ, c'est ça comme on va parler tantôt. Donc, il faut que tu sois très bon dans tous ces départements-là. Fait que, ça devient de plus en plus difficile pour un individu seul qui possède des immeubles, qui a un autre emploi, peu importe, de devenir performant là-dedans. Là, fait que c'est un peu ça. Oui, c'est ça. Puis aussi, les propriétaires d'immeubles ne sont pas tous à l'affût de tout ça. Donc, exact, tu as de plus en plus moins au courant de tout ce qui se passe puis les façons de faire. Puis moi, je trouve ça le fun d'avoir la discussion avec vous deux par rapport à ça parce qu'il y en a beaucoup des propriétaires qui commencent vraiment petits puis qui gardent leur gestion quand ils sont super petits parce qu'avoir 1 ou 2, 6 logements, par exemple, c'est quand même relativement facile, tout dépendant de ta clientèle, mais ça, c'est une autre histoire. Puis là, plus tu grossis, bien là, tu donnes en gestion souvent parce que ça devient un gros fardeau en ayant un autre emploi puis quand tu fais pas ça à temps plein. Puis il y en a qui commencent à reprendre la gestion une fois qu'ils ont vraiment plus de logements parce qu'ils voient un avantage aussi au niveau financier à le faire. Tu sais, selon vous,
la clientèle type d'un gestionnaire immobilier. C'est sûr que vous êtes capable d'en prendre des gros portfolios de 300-400 logements, mais votre clientèle Amène-en type... les droits, non, Oui, c'est ça, amène-en, mais le client parfait qui a vraiment besoin de vous autres, puis que financièrement, ça fait du sens pour lui d'aller vers un gestionnaire. Ben, vous diriez que c'est entre... Je pense pas que c'est le nombre de portes, parce que tu sais, j'ai des militaires qui ont 3 logements puis ils me mettent en gestion parce qu'ils s'en vont 3 ans. Il y a des Européens qui achètent à l'unité des condos, puis ils en ont 7 condos, puis ils mettent en gestion parce qu'ils sont pas sur le territoire, des Américains, et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il n'y a pas de petits clients, il y a toutes sortes de clients, mais une des raisons, comme je vous disais tantôt, il y a l'humain de ces locataires, la gestion de l'humain, donc la fatigue de gérer ça, l'appel quotidien, l'appel qui arrive jamais au bon moment quand on est propriétaire d'un 6 ou d'un triplex, là, peu importe le nombre ou même 300. À 300, c'est qu'on a une équipe, on est structuré, donc c'est un peu plus facile. Donc souvent, le gros client, ça va être plus une question de gestion de son équipe et de fatiguer de gérer ça. Donc j'ai des clients, des fois, ils ont 200 logements qui ont quitté leur équipe, puis d'autres qui veulent avoir leur équipe, qui quittent pour avoir leur équipe. Ça dépend vraiment de... C'est ça, à l'inverse, ceux qui quittent pour avoir leur équipe, généralement, c'est peut-être un 100-200 logements pour que ça commence à valoir la peine financièrement de le faire. Pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est pas le nombre de portes qui est... Je pense, gestion de l'humain aussi. Gestion de l'humain, puis gestion aussi de la liquidité. Ça dépend de comment tu es financé, puis comment tu vis aussi, évidemment. Puis si tu fais quoi aussi, comme disait Michael... Est-ce qu'il fait toutes les tâches, gérer, faire l'entretien, les toilettes, la location, la comptabilité, négociation, le financement. Si on est capable de tout faire, on a tous les skills, tout ça, mais je pense qu'on peut en vivre avec moins que des centaines et des centaines de C'est ça, puis tu sais, c'est de voir pour le propriétaire s'il a envie de mener le combat, de dire je monte une entreprise de gestion, tu sais, j'engage des ressources, etc. Tu sais, il y en a qui ont 1000 portes puis qui donnent ça en gestion. C'est vraiment une question de choix. Est-ce que je veux avoir des employés? Je pense, pour prendre la question. Puis est-ce que je veux monter une entreprise, tu sais? Et si la personne, je sais pas, moi, c'est un avocat ou il y a une carrière ou, tu sais, peu importe, une autre entreprise, des fois, c'est pour ces raisons-là que le propriétaire va donner la gestion, tu sais. Fait que c'est sûr, mais je pense que ce qu'on voit, c'est qu'à partir, mettons, d'une centaine, entre 100 et 200 en montant, je pense que le propriétaire ou la propriétaire est capable de dire, OK, je peux commencer à monter une équipe, tu sais. Ça veut pas dire qu'il va le faire, que l'intérêt va être là. Mais je pense qu'en bas de 100 portes, c'est dur de faire quoi que ce soit. Là, c'est ça aussi. C'est aussi apprendre tout ce qu'il faut apprendre aussi. Là. Exact, c'est ça. C'est pas vous d'acheter 100, mais... Exact. Faut aussi gérer. Faut que tu dis, je m'en vais dans cette direction-là, puis je suis un peu all-in là-dedans. Sinon, regarde, je donne ça en gestion, puis je me concentre. Puis il y en a qui se concentrent sur l'immobilier, donc faire croître leur parc, développer, mais pas sur la gestion. Il y a tous les modèles sont On a beaucoup de clients aussi qui sont impliqués en partie. Donc, ils vont gérer la partie gros travaux, d'autres, ils vont gérer... J'avais un client qui faisait toutes les petites tâches, puis même les locataires ne savaient même pas que c'était le propriétaire. Ah, ouais. Donc, tu sais, lui, il ne voulait pas avoir le côté humain. Fait que vous êtes quand même flexible par rapport à... On peut s'adapter dans certaines cas. Tu sais, il y a des choses qu'on n'est pas flexible parce que ça prend une façon de faire, puis un cadre là, dans tout ça, mais il peut agir à titre, entre guillemets, de sous-traitant là, pour faire ça. Là. Donc, le client s'implique là, à son niveau. Là. Puis il est proche de ses choses. Puis il voit quand même, avec la transparence, il voit l'ensemble de son parc en plus. Et voilà. Puis là, en date d'aujourd'hui, vous gérez près de 4000 unités à peu près. 4000 logements à peu près. Puis comment que, tu sais, si je te pose la question, là, parce que je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont nous écouter, qui eux autres, peut-être c'est dans leurs aspirations, peut-être qu'ils sont déjà en processus, ou, tu sais, comment qu'on fait pour passer de 0 à 4000 portes? On s'entend que c'est un long processus, mais tu sais, d'un point de vue, aller chercher des clients, maintenir une bonne réputation, faire croître son parc en parallèle, c'est quoi comment qu'on fait ça? Ben, je pense qu'il faut bien s'entourer. Il faut avoir une équipe, des bons employés, des bons partenaires. Je pense que c'est la solution, c'est ça. Puis aussi continuer à persévérer, puis bien gérer avec transparence. Là. Je pense que c'est la façon de faire. Un client à la fois. C'est beaucoup de travail. Puis faire ça aussi, il faut aimer ça. Il faut aimer gérer l'humain, gérer au quotidien. Puis souvent, les gestionnaires, je pense qu'on est des gens de solution. Donc, il faut être là-dedans. Donc, comment le faire? Je pense qu'il faut avoir l'ambition de le faire. Évidemment, je pense que c'est un peu un effet roulant, là, dans le fond, c'est un peu boule de neige, là, le fait que les références client par client, puis aussi il y a une ascension vers la gestion immobilière, donc de plus en plus de clients, propriétaires qui achètent puis donnent en gestion d'emblée là, au départ. Un petit peu pour les raisons qu'on dit. On dit un peu d'abord, les jeunes de plus en plus font ça, là, ils investissent puis ils ne veulent pas gérer du tout l'humain, en fait, souvent. C'est souvent ça, en fait, c'est beaucoup ça, les gens... On les comprend quelque part, mais...
C'est ça. Mais Puis vous êtes toujours en croissance. toujours en croissance, Toujours en oui. Mais on croît tranquillement avec un peu l'équilibre que tu disais tantôt. Là, donc, savoir si l'équilibre d'employés, staff, après ça, on ne veut pas grossir à tout prix non plus. On grossit tranquillement. Mais évidemment, il y a beaucoup de ventes aussi. Hein. Il y a de la vente, du changement. Ça bouge beaucoup en gestion immobilière. Là. Ça vient, ça repart. Là, c'est pas quelque chose de statique. Là. Ben nous, dans nos débuts, c'est quelque chose quand même qui nous a frappé un peu. Là. Tu te dis, OK, ben j'ai, je sais pas, 500 portes en gestion. Ben, crime, ton client qui a 200 portes puis il décide finalement, comme on disait, qu'il veut aller s'intégrer verticalement, ben, crime, tu perds, tu viens de perdre 200 portes sur 500. Là, fait qu'il faut vraiment que tu renouvelles tout ça. Puis, je pense, d'où l'importance d'investir soi-même en parallèle. Là, parce que sinon, c'est un peu regarder la parade passer. Là, si on ne fait pas d'acquisition mais qu'on fait juste de la gestion, c'est pas très viable, je pense. Non, mais je pense que c'est deux choses. C'est risqué aussi, parce que là, tu dépends vraiment ultimement des autres. Oui, c'est ça. Mais surtout si c'est des gros clients seulement. Si tu as 4 gros clients puis ils partent. Là. Nous autres, on a plusieurs clients. Mon client moyen il doit avoir 18 portes. C'était-tu partie de la réflexion quand vous avez dit on accepte aussi les triplex, les 4 logements, c'était de dire, regarde, on va être plus diversifié au niveau de notre clientèle. On est très. Il y a à peu près un taux de roulement d'à peu près 15% de vente, là, puis d'immeubles vendus ou transférés ou reprises un peu, ou n'importe quoi. Puis on a une croissance souvent de 20-25%. Donc, si on restait sans croissance, soit là, ça ne bougerait pas. Puis ça amène des nouvelles opportunités des fois aussi. Donc ça fait bouger. C'est dynamique. Puis, tantôt, Roxane parlait du sweet spot quand tu détiens, mettons, c'est-tu 100 portes, c'est-tu 200 portes. Mais le sweet spot en gestion, en termes de nombre d'unités, c'est quoi pour toi le sweet spot? Tu dis à 1000, 2000, 3000, c'est là que ça commence à être. On va être capable de travailler plus sur l'entreprise et non être un peu trop esclave dedans l'entreprise. As-tu un sweet spot de nombre d'unités? Je sais que c'est peut-être pas la meilleure mesure, mais tu sais. Je sais pas vraiment, je pense que ça peut appartenir à chacun, mais c'est sûr qu'à chaque augmentation, il y a quand même une adaptation d'entreprise à faire à 1000 portes, 2000 portes, 3000 portes. Je pense que plus tu es gros, plus comme patron, tu peux travailler un peu plus sur l'entreprise, puis ce qui fait en sorte que tu es moins dans les opérations, mais c'est quand même un milieu dynamique, il faut quand même être toujours à l'affût. À l'affût, puis d'améliorer les processus, d'améliorer les technologies, d'intégrer. Là, on a tout ce qui est la notion d'intelligence artificielle qui peut accélérer des tâches aussi, qui peut faire que tu peux probablement avoir plus d'unités pour moins d'employés qu'avant. Là. Oui, en opération, en gestion, tout ça, oui, mais après ça, il reste quand même le TAL qui est de plus en plus lourd, les demandes de depuis la pandémie, là, ça a grimpé les demandes de travaux. Les gens vivent dans leur logement beaucoup plus. Donc, le petit défaut là, qui n'était pas appelé avant, mais ils l'appellent, sont plus exigeants. Donc, ça amène plus de tâches, plus de communication. Donc, il reste toujours bien aussi lui-même. Mais la technologie nous amène à être plus disponible aussi pour les locataires. Vous êtes à combien d'employés en ce moment? On est à 60 employés, à peu près 60-62. On augmente toujours dans la période de location avec des agents de location supplémentaires. Donc, dans cette période-ci, oui. Puis, tu sais, moi, c'est le genre de questions qui m'intéressent vu qu'on a une entreprise très similaire. Mais, tu sais, ça ressemble un petit peu à quoi ta structure, tu sais, volet, tu sais, employé de maintenance, employé plus gestion admin, la répartition des deux. Parce que, tu sais, tu as quand même un gros volet aussi là, dans le côté MSI Construction. Ouais. C'est quoi un petit peu la structure organisationnelle? En fait, la partie, c'est à peu près 60%, peut-être un petit peu plus, 60% de maintenance, donc mes hommes toute l'équipe de travaux. Ils ont un camion, ils font les jobs. Oui, toute cette gang-là, donc c'est à peu près 60%, à peu près 40% le gestionnaire terrain, administratif, réception, l'agent de location, tout ça pour le reste. Donc, on a différents départements. On a 4 départements. Bon, on pourrait dire en gros 4 grosses familles. Là, les travaux, la location, la comptabilité, la gestion client, un peu là, plus le rapport client. Donc, on a comme 4 départements là, qui ne sont pas définis au couteau, mais à peu près comme ça. Puis est-ce que vous avez comme un directeur de chacun de ces départements? OK. Oui, exactement. Il y a quelqu'un qui s'occupe, mettons, directeur location, directeur maintenance un peu, directeur plus administration. On peut VP finance, VP travaux, VP location, collection, mise en marché, puis VP gestion immobilière. OK. Puis, on parle beaucoup en ce moment d'intelligence artificielle. Là, on avait un petit segment là-dessus. Tu sais, vous, à quel point vous utilisez ça? Parce que, tu sais, c'est un concept, des fois, qui est un peu galvaudé. C'est comme, on utilise l'intelligence artificielle, mais tu te rends compte, des fois, j'ai posé une question à ChatGPT, donc j'utilise l'intelligence artificielle. On s'entend, le spectre, il est vraiment large.
Fait que, tu sais, vous, à quel point vous avez été capable d'intégrer dans vos processus l'intelligence artificielle, tu sais, puis... Ouais. En fait, on l'intègre de plus en plus. En fait, on travaille depuis 3 ans là-dedans, tu sais, depuis que c'est sorti un peu plus. Puis moi, j'ai quelqu'un en TI chez nous. Donc, les processus d'affaires puis l'automatisation de processus, ça, c'est déjà intégré dans beaucoup l'administratif. Évidemment, tu sais, on dit souvent l'intelligence artificielle, des fois, c'est juste des transferts des tableurs quasiment au départ. L'intelligence artificielle s'est rendue un peu plus loin. Puis de plus en plus, on l'a intégré, là, on a remplacé ça là, par des agentiques là, qui viennent classer, vérifier, valider nos dossiers. Ils sont dans toutes les questions de facture, sont aussi dans la lecture de courriel automatique, donc de plus en plus. Donc, on est vraiment en phase rapide là, en ce moment. Là, je pense que c'est un peu ça. Puis on peut se perdre un peu là-dedans. Il faut quand même prendre le temps de bien choisir, puis de bien analyser nos processus, puis aussi pas trop aller vite là-dedans. Je pense ça va très, très vite. Je pense qu'il faut prendre faut doser quand même, faut s'en prendre servir. Une petite pause, faut réfléchir avant d'investir dans les nouvelles. C'est un bon point parce que moi, je regarde ça depuis justement que c'est sorti 2 ans peut-être quand on en parle un peu plus. Puis là, je me dis, OK, est-ce que je m'en vais investir massivement dans quelque chose, dans une solution, tout ça, dans de quoi qui est tellement évolutif que peut-être que dans 6 mois, ce que je viens de mettre en place va être dépassé. Fait que tu sais, c'est toujours une question qu'on se pose à quel point qu'on va déployer des efforts. Parce qu'on se le fait dire à tous les jours. Alors, si tu investis pas massivement dans l'intelligence artificielle puis que tu fais pas tu t'emboîtes pas le pas, tu vas te faire dépasser par tes compétiteurs. Mais il y a toujours l'espèce de dichotomie que, ouais, mais tu sais, je veux pas mettre 500 000 dans une affaire que finalement, dans 6 mois, ça va être de quoi déjà inclus, mettons, dans Microsoft, par exemple. Ou, tu sais, je sais pas si. Fait que c'est un peu ça quand tu dis qu'il faut prendre une petite pause, regarder comment. Il faut y aller tranquillement, je pense, mais tu sais, il faut prendre le temps. Mais tu sais, il faut qu'il y ait un retour d'investissement rapide. Donc, il y a des gains rapides tout de suite aujourd'hui à remplacer. Mais tu sais, chaque processus, il faut, je pense, avoir des bons processus, puis essayer d'avoir une très belle data, là, des données clean, puis avec chose, je pense qu'il faut travailler beaucoup là-dessus, puis il faut s'entourer là-dedans là, avec des bonnes personnes. OK, parfait. Écoute, là, j'ai goût de passer au croustillant de l'entrevue. Moi, c'est vraiment quelque chose que je voulais parler avec toi. Mais tu sais, c'est un gros volet. Là. C'est quand même... il y a, dans le fond, pour mettre la table, il y a plusieurs années, si on veut, la CCQ est débarquée. On peut dire ça comme ça. Ouais. Toute la loi R20, qu'est-ce qui est assujetti, qu'est-ce qui ne l'est pas, faut-il avoir la RBQ, la CCQ, tout ce gros volet-là, vous l'avez subi, là, si on veut. Là. Ouais. Dans le fond, la CCQ est débarquée, c'était amende, etc. Vous n'êtes pas les seuls à qui c'est arrivé. Peux-tu nous parler un petit peu de comment c'est arrivé au début, là, cette histoire? En fait, la CCQ débarque chez MSI, puis en 2018 à peu près, dans ces années-là, à peu près. Et on a été vérifié là, pour ce qui est des tâches assujetties, donc mes employés là, qui travaillaient dans MSI Gestion pour des travaux d'entretien. De maintenance. Maintenant, Ouais, c'est ça. Légère. Donc, on est rentré là-dedans, puis là, la CCQ débarque, tout ça, donc pas mal allant, donc là, comment que ça s'en allait là-dedans, mais on s'est aperçu que aussi un de mes compétiteurs était aussi dans la même situation, donc on s'est jumelé, là, Gestipro avec nous, pour s'allier, là, pour aller de l'avant là-dedans, là, sur cette cause-là. Pour se défendre, Pour finalement. Pour se défendre. Parce qu'on avait entendu dire, il y avait déjà eu un ciblage là, vers les gestions immobilières, là, que la personne avait négocié et s'est entendu à l'amiable à cette époque-là. Donc, évidemment, moi, je voulais pas... là, vous avez dit, nous, on s'entendra pas à l'amiable, on va aller à la guerre, c'est un petit peu ça? Ouais, mais moi, quand c'est l'injustice de même, que c'est juste moi qui va payer pour tout le monde, non. C'est parce que tout le monde est... En fait, tout le monde est illégal, selon eux. Donc, à l'époque, là, c'était un peu ça. Donc, quand tout le monde est illégal, c'est pas un combat unique, là. Donc, je voulais pas avoir tout simplement réglé ça. Puis, je pense qu'il fallait aller plus loin puis régler le point. Parce qu'on n'a pas, en tout cas, l'histoire va vous dire qu'on n'a pas réussi à avoir un document, une jurisprudence là-dessus, mais il y en a une qui existe, qui n'est pas la même. Mais... Donc, on a réussi à convaincre la Corpic à nous appuyer là-dedans, à travers plusieurs efforts là-dedans. Donc, la Corpic nous a appuyé là-dedans, puis on est allé au combat pendant... combat. Ben, je pense qu'on peut le dire, là. C'est quand même ça, là. Quasiment 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Là, qui a mené au procès, là, finalement, là, le cheminement là, pour s'y rendre. Là.
Donc, c'est là l'inquiétude aussi de savoir comment on est organisé, savoir nos gars sont-ils corrects, on a-tu ici. Moi, j'avais ma licence RBQ depuis quand même plusieurs années, parce que j'avais pris ça, parce qu'il faut savoir que quand on prend une facture d'un plombier, puis qu'on la refacture à un client, puis si on n'a pas de licence, juste faire cette tâche-là, ça nous prend une licence RBQ. Ça, c'est clair, donc c'est bien écrit, c'est détaillé. Mais ce qui est des tâches assujetties et non assujetties, c'est de là-dessus qu'ils se battaient, là, donc chez nous, sur les factures. Donc, à savoir que mon employé chez mes salariés allait dans un immeuble faire un silicone, poser un comptoir de cuisine, changer, réparer, changer une poignée de porte, une planche de toilette, toutes sortes de tâches que monsieur tout le monde fait, là, qu'on fait dans nos immeubles. Mais il m'a demandé là-dedans, en fait, il y avait c'était pas une infraction, c'était comme une amende, on était sous vérification, donc c'était pas encore autre chose, mais c'est chaque dollar soit comme en DAS, là, toutes les charges sociales là, dans l'employé CCQ. Donc, c'est des grosses amendes salées. Là. À l'année, chez nous, ça pourrait ressembler à 150, 200 000 par année. Donc, on ne peut pas construire une business sur des bases pivotantes, là, on va dire ça même, sur des ventes un peu vaseuses. Là. Donc, fallait se battre parce qu'on ne peut pas construire comme aussi avec qui on se battait. On se disait tout le temps, mais on peut pas poursuivre, on va arrêter ça, c'est de la gestion immobilière si on ne peut pas faire ça. Puis là, ils se défendaient sur une jurisprudence qui date de plus de 40 ans, là, qui se disait qu'il fallait qu'un employé soit dans la même entreprise où ce que l'immeuble est situé pour pouvoir être un employé. Parce qu'il faut savoir que la loi R20, l'article 19, chapitre 2, il y a 4 façons de s'en sortir, là, au niveau, s'en sortir. De ne pas être assujetti. Ne pas être assujetti. Il ne faut pas être un employeur professionnel, c'est-à-dire moins de 50% de nos travaux, nos facturations seront faites CCQ. Nous, on n'avait pas, on a quelques-unes un peu, mais en bas de 5%. Ce qui faisait qu'on ne faisait pas la construction neuve, on ne faisait pas de la construction neuve. On avait aussi des employés dédiés à ces tâches. Donc, c'est pas ma secrétaire qui s'en va peinturer un logement. C'est quelqu'un qui est dédié à cette tâche-là. Après ça, on faisait des tâches non assujetties. Donc, tu sais, comme on dit, réparer, remplacer. Donc, on ne mettait pas un tapis à la place d'un plancher de bois. Donc, c'est tous des petits détails qui sont encore pas clairs aujourd'hui, mais clairs. Ils sont clarifiés dans ma tête, mais ils ne sont pas encore définis sur une feuille. La CCQ n'a pas voulu le clarifier. Ils veulent garder la zone grise, finalement. Là. Je pense que oui. Là, je pense que je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas le clarifier. Ils veulent, pense, laisser la porte à je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas. Parce que dans ce cas-ci, il y a beaucoup de variables. C'est vrai qu'il y en a plusieurs, mais je pense que le principe est clair. Donc, quand on entretient un immeuble, donc s'il est vieux, donc une vieille tablette de fenêtre, c'est de l'entretien. Tout ce qui est de l'entretien, c'est maintenir ce qui est construit. Eux, ils disent qu'après ça, puis aussi, il faut savoir fiscalement c'est quoi aussi. Puis le tribunal, donc on a 3 paliers, donc la construction, on a le tribunal administratif du logement, puis on a le fiscal, le gouvernement du Québec. Donc, les 3 n'ont pas la même logique sur ça. Donc, c'est quand même un enjeu assez important. Oui, puis là, ça fait que dans le fond, la CCQ débarque chez vous, ils arrivent, ils prennent toutes vos affaires. Si on veut, ils disent on vérifie. Ouais. C'est un peu comme en possession, c'est ça. Comme dans les films, un petit peu. Là, il ne fouille pas parce qu'on n'est pas. On sait pas la collaboration était là. Collaborer avec ça, là, évidemment. Mais ils nous demandent des documents clairs, spéciaux. Évidemment, ils ont compris que nous, on était comme 2 entreprises, donc MS Construction aussi gestion, après ça, donc l'enquête a duré longtemps, parce qu'il était un peu, c'était quand même compliqué à comprendre. Il y a du stock là-dedans aussi, il y a du papier, tous les bons de travail. Des piles et des piles de papier, des caisses, donc c'était pas une mince affaire. Donc évidemment, on a eu une bonne collaboration là, avec la Corpic, on a réussi là, à monter là, un fonds de défense, comme on l'appelle ça, donc toute la Corpic nous a appuyé là-dedans. Ce qui fait en sorte qu'on a pu engager un bon avocat qui nous a c'est le cercle, c'est sûr qu'on... le cercle, c'est un événement. C'est commencé là avec la rencontre de plusieurs propriétaires. Parce qu'au départ, nous autres, là, avec Jean-François, on a rallié un peu les propriétaires. Les propriétaires d'immeubles, on a tout informé, on a fait comme un peu un bras-bas combat pour informer les gens que la loi R20, est-ce qu'il y avait une licence d'entrepreneur général? Parce que peut-être qu'ils s'en viennent pour eux autres. Là, c'était sûr que si on faisait rien, puis on payait, ils allaient vers ça, puis ils allaient vérifier toutes les gestions immobilières du Québec. Là. Puis après ça, il y avait la notion là, de propriétaire-employé. C'est pas vrai, ça, parce que tous les gros REIT de ce monde, là, ils n'ont pas un employé en haut qui partage dans différents immeubles. Ils partagent tout dans différents immeubles. Ils n'ont pas un employé par immeuble tout le temps. C'est pas le cas. Donc, on était vraiment là... dans une position où on n'était pas les seuls à être, selon eux, illégaux. Donc, vous êtes regroupés ensemble pour votre défense, finalement.
Puis à travers cette défense-là, on est arrivé à une rencontre où on a rencontré, lors d'une rencontre dans ce sujet-là, on est arrivé puis on a croisé là, Aftech. Là, Sam Hamad travaillait pour Aftech, puis je l'ai croisé là, puis il nous a présenté à cette cause-là. Donc, on s'est comme rallié les parties prenantes de leur procès à eux, puis qui étaient sur la même base. Donc, aujourd'hui, on a une jurisprudence de Aftech, CCQ contre Aftech, ou en tout cas, parce que, pour mettre en contexte, Aftech, dans le fond, c'est une entreprise qui offre des services de maintenance, de bâtiments, d'équipements, tout ça, mais plus au niveau commercial. Exactement. Tandis que vous étant, en fond, Gestipro puis MSI, dans le fond, vous étiez poursuivi un peu pour des... Dans le fond, les autres, ils disaient que c'était des travaux qui étaient assujettis. Puis vous les avez pas fait CCQ, mais dans le résidentiel. Fait que c'est un peu la même chose. C'est la même chose. Mais Aftech commercial, MSI Gestipro résidentiel. Puis là, je pense que là, le dossier à Aftech se passe en même temps que vous. C'est un peu ça. Un petit peu en avance sur un autre. Puis le procès, je pense que c'est en 2022 que la jurisprudence est sortie de mémoire. Donc en 2022, le jugement est sorti. Et c'est sorti là, avec bien clair comme quoi c'était pas assujetti à la loi R20. Ce que Aftech faisait au niveau de la période. On gagnait. Donc, la jurisprudence sur ça est très, très forte. Puis là, c'est là que nous, notre procès commençait. Donc, toute la démarche est très longue. Mais après ça, il y a les jours de procès tels quels avec les avocats de la CCQ qui étaient présents. On a fait 2 jours et demi de procès pour qu'ils annulent finalement au mois de juin toutes les charges contre nous à 100%. Ils sont comme défilés, on va dire ça de même. Parce que je pense qu'ils ne voulaient pas avoir de jurisprudence dans le résidentiel, en sachant très bien qu'il y a encore plus de champs, en tout cas. Parce que le loyer abordable, tout devient lié à ça. Puis je pense qu'au niveau résidentiel, il y avait moins d'arguments à dire qu'il fallait augmenter, puis ça coûte plus cher aux locataires, éventuellement, là, du fait qu'ils voulaient pousser là-dessus. Donc, vous autres, le jugement de Aftech vous a aidé, mais a fait en sorte que votre cause a avorté finalement, la cause que la CCQ avait contre vous. On a gagné par défaut. On a gagné. C'est pour ça que tu disais on était content mais pas content, dans le sens, juste pour bien l'expliquer, c'est que le jugement d'Aftech est tombé. Là, la CCQ, tout d'un coup, dit Colin, on veut pas qu'il y ait de jugement aussi dans le résidentiel pour créer une nouvelle jurisprudence. Fait que, on abandonne toutes les charges, tout est beau, on veut pas aller jusqu'au bout. Fait que, vous êtes content d'un côté parce que, parfait, on n'aura pas toutes ces amendes-là à payer, tout ça, mais en même temps, on veut mener le combat jusqu'à la fin, qu'il y ait un jugement, puis qu'il y ait une jurisprudence qui se crée, puis que tout ce qu'on a, tout le regroupement qu'on a fait, mais je pense que vous avez fait un travail quand même pour le futur, là, on s'entend. Oui. On a gagné quand même une clarté. Au savoir, aujourd'hui, mon avocat me disait, on a des licences, la licence RBQ, électricien, plombier, donc ces 3 licences-là, c'est comme les plaques d'immatriculation, puis la CCQ, c'est les cartes de compétences. Donc, c'est sur les cartes de compétences, l'utilisation des employés, vraiment que le combat s'est fait sur la loi 20. Donc, éventuellement, ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait nos 3 licences. Donc, aujourd'hui, comme gestionnaire immobilier, puis on a 3 licences, donc juste pour nos opérations. Parce que je pense qu'on vient s'éliminer beaucoup de confusion dans ce qu'on peut faire et pas faire. Pour ça, des employés chez nous ont des cartes de compétences, mais ils ne sont pas nécessairement payés CCQ parce que ce qu'ils font ne sont pas des tâches assujetties. C'est ça. Fait que là, ça dépend vraiment de la nature des travaux. Est-ce que vous en faites aussi des tâches assujetties CCQ? Ou? Oui, on peut en faire, mais c'est vraiment pas le core business. Là. Le gros, c'est vraiment l'entretien-réparation, tout ce qui est non assujetti. Là. Mais vous en avez fait énormément pour les propriétaires du Québec quand même, je pense en allant de l'avant là-dedans. Bien que ce soit pas tant plus clair pour la suite, considérant qu'on n'a pas plus noir sur blanc écrit qu'est-ce qui est vraiment assujetti puis qu'est-ce qui ne l'est pas, mais vous avez fait un gros bout de chemin justement pour aider les autres compagnies de gestion immobilière, mais les propriétaires immobiliers du Québec. Oui. C'est un peu une victoire morale, si on veut. Oui, je pense que c'est une victoire morale, mais ça aide aussi, ça donne aussi un mindset pour la suite là-dedans, avec les propriétaires d'immeubles, comment un peu plus. Puis la Corpic peut aussi répondre aux questions. Des fois, les propriétaires ou gestionnaires, peu importe qui appellent. Puis je pense qu'on peut s'aligner un peu comment arriver. On a développé une expertise. Ça a donné des belles munitions à la Corpic aussi au travers de ça. Tout à fait. Puis tu t'es impliqué auprès de la Corpic depuis aussi? Oui, en fait, depuis presque 1 an. Là. Fait que là, tu sais, mettons, quelqu'un qui démarre son entreprise de gestion immobilière, d'immobilier, tu sais, là, on comprend que tu n'es pas avocat, là, tu sais, que tu vas pas donner des conseils juridiques, on met le... Je suis pas avocat. C'est ça, on met la réserve, mais tu sais, juste, on jase à nous autres, tu sais, crime, c'est quand même beaucoup de législation à respecter, tu sais,
qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui veut se démarrer puis qui veut pas avoir des amendes de 50, 100 000, 150 000 de la CCQ, de la RBQ? Ben, Tu sais? la RBQ, ça, c'est des amendes de 15 000. Que ce soit une vis ou. Mais ça, c'est la première offense, c'est 15 000, puis ça peut se multiplier. C'est des grosses amendes. Vous allez voir les amendes, là, c'est des grosses amendes, la RBQ, CMMTQ, puis tout ça. Mais qu'est-ce que je dis? Je suis pas, comme tu dis, je suis pas avocat, mais c'est pas clair pour moi encore. Puis mon avocat m'a pas clarifié quoi faire, la recette exacte. Il m'a juste dit, à un moment donné, c'est mieux d'en avoir plus que moi. Donc, j'allais chercher mes 3 licences. Puis, j'ai essayé de me faire un livre interne là, de ce qui est assujetti. Donc, assujetti, un peu, si on le fait pas, si on le fait, si on le donne en sous-traitance. Parce que, tu sais, juste pour faire une parenthèse, vraiment une parenthèse, là, parce que je parlais à un avocat qui est là-dedans, puis, tu sais, lui, il me disait qu'il était en cours parce que le propriétaire, il a changé les fenêtres. Mais, tu sais, lui, là, évidemment, CCQ dit que c'est assujetti parce que c'est des fenêtres, c'est un travaux majeur. Mais en même temps, là, le propriétaire, ce qu'il dit, c'est ben non, mais j'ai remis en état simplement les fenêtres qui étaient désuètes, donc c'est pas assujetti. Tu sais, c'est aussi poussé que ça, mais on n'a pas plus la réponse. Tu sais, est-ce que ça l'est ou pas? Donc, la réponse à ça, c'est si je change une fenêtre par semaine, c'est des travaux non majeurs. Si je les change toutes d'un coup, ça devient des majeurs. C'est donc, ça. Dans l'entretien, dans le fond. Que majeur, pas majeur, c'est pas dans les critères d'assujettissement, dans le fond. Non. C'est ça. Non, parce qu'eux, en fait, ils parlent de fiscalité en disant de plus-value. Là. Ils viennent de rentrer la plus-value en disant hey, on va avoir de la plus-value là-dedans. C'est une dépense. Donc, ils viennent jouer là-dessus, mais c'est pas leur business de jouer là-dessus. C'est pour ça que je disais il y a 3 paliers un peu. Après ça, locataire, on s'est fait refuser des fois des dossiers au TAL parce que ça coûtait trop cher la facture. Ils disaient je n'approuve pas cette facture-là comme dans l'augmentation d'un loyer parce que ça coûte pas ça changer une toilette. Parce que dans le calcul de fixation, à ce point-là, OK. Oui, c'est déjà arrivé même l'année passée là, avec un juge. Là, donc, le juge, il dit ça coûte trop cher. Tu m'as gonflé ça quasiment. Passer une au locataire, son augmentation. Donc, même le salaire, le vrai salaire, qui est presque 115$ à l'heure d'un plombier, là, si on calcule un plombier à l'heure, on prend un sous-traitant, c'est à peu près ça, plus un frais de camion. Plus il ne le fera pas pour une heure. Il ne le fera pas pour une heure, puis ainsi de suite. Puis là, il y a plus un cost là-dessus, donc c'est évident que ça coûte plus cher. Donc, effectivement. Donc, c'est pas encore clair, puis je suis pas sûr que ça va se clarifier. Là. Je pense pas que c'est le vœu de la CCQ de le clarifier. Fait que dans le fond, ce que j'en comprends, mettons première chose, à RBQ, ça serait la première affaire à faire, dans le fond, d'aller chercher ça. Je pense que déjà en partant, ça le prend, parce que juste pour la refacturation. Donc, sinon, tu as les mains liées, il faut que tout le temps que ton client, faut que ton fournisseur facture ton client tout le temps. Donc, si tu as ton client va être obligé de gérer de la facture constamment. C'est un peu plus compliqué. Donc, déjà, juste de prendre la facture, gérer un chantier, parce que dans un chantier, une salle de bain, il y a plusieurs employés, des fois, il y a plusieurs sous-traitants dans l'entretien de bâtiment. Donc, ça devient complexe juste pour ça. Donc, juste pour ça, il faut avoir la licence. Sinon, c'est un petit peu... c'est ça. Après ça, on ne va pas vérifier tous les jours. Là, non, c'est ça. Non, mais tu sais, pour ouvrir la discussion, tu sais, puis d'avoir les gars qui soient salariés aussi, dans le sens que, tu sais, faut que tes employés soient salariés pour qu'ils puissent travailler de façon non assujettie. Des employés réguliers aussi qui sont sur le payroll de l'entreprise tout le temps. Là. C'est les 4 points. C'est quoi les 4 points? Je sais pas si c'est employeur non professionnel. OK. Que ton activité principale n'est pas de faire construction-rénovation. OK. Oui, mais la construction, c'est ça. Donc, après ça, c'est des employés dédiés. Donc, c'est pas un secrétaire qui va peinturer. Non, mais c'est pas quelqu'un, c'est pas la secrétaire qui va peinturer, puis après ça, l'autre employé. Cette personne est là pour ça. C'est ça, dédié à une tâche, dédié à des tâches. Après ça, faire des tâches non assujetties. Donc, qui ne sont pas clarifiées. Ça, c'est le volet de entretien, réparation et non rénovation et upgrade, si on veut, amélioration. Okay. Puis après ça, la 4e, c'est qu'ils disent que, ça c'est une jurisprudence, qu'ils disent que fallait que l'immeuble, l'employé, soit dans la même entité fiscale. C'est-à-dire que soit c'est dans mon nom personnel ou dans ma même entreprise. C'est-à-dire que si j'ai un immeuble, j'ai 8 logements dans une entreprise, puis mon employé est dans mon autre entreprise à moi, il ne peut pas aller travailler dans cet immeuble-là parce qu'il n'est pas dans le même ensemble. Donc, ça, c'est la 4e chose. Ouais. Donc, ce qui est à peu près... Si on a plusieurs compagnies ou plusieurs immeubles différents, tu as 10-30 logements, tu as un plombier qui est capable un employé qui est capable de faire ça, tu l'as dans ta compagnie de gestion, tu ne l'as pas dans chacune des compagnies d'immeubles. Donc, c'est un peu le principe. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, comme tu disais, on a le fiscal, on a le volet RBQ, CCQ, on a le TAL. Fait que, tu sais, ça montre à quel point, encore une fois, au Québec, pour faire de l'entrepreneuriat, tu sais, il faut que tu le veuilles, puis il faut que tu ailles... Ça demande de la sophistication pour maîtriser tout ça, puis de bien le faire en fonction de tous les volets, puis toutes les règles qui sont en place. Là.
Ouais, Si, tout à fait. c'est quasiment impossible d'être 100% legit quand tu regardes ça. C'est Ben, en fait, c'est pas c'est pas écrit. clair, non, c'est ça. Parce qu'il y a Ok. la loi, comment il est écrit, puis il y a aussi comment c'est appliqué, puis la jurisprudence, c'est un petit peu ça aussi que. C'est ça. Puis il n'y a pas beaucoup, tu sais, si vous allez voir tout ce qui est jurisprudence, la CCQ, il n'y en a pas beaucoup. La plupart du temps, ça serait hors cours. Puis dans votre cas, ça a été ça. Dans le fond, on peut pas se référer vraiment à votre dossier, tu sais, comme factuellement, dans le sens, c'est Non. pas nulle part, là, vu que Non. la CQ s'est retirée, là, c'est ça. Non, il y a pas Fait que de- on se rabat sur, dans le fond, la décision de jugement de AFTEC. Ouais. Puis moi, je l'avais lu à l'époque un peu là-dessus, mais tu sais, ça nous enseigne quand même. Je suggère aux gens à l'immobilier d'aller lire ça. Ça nous renseigne un petit peu à comment ça marche, puis qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas de faire. Finalement, c'est pas écrit noir sur blanc, Non, c'est pas écrit. mais c'est une petite lecture qui est quand même pertinente à avoir, je pense. Ouais, là. ben, je pense qu'il faut le savoir. Ouais, c'est Il faut le savoir. Ça fait partie des choses Ouais. qui sont relativement importantes quand tu as Ouais, des ça. immeubles et tu fais des travaux dedans ou que tu gères ça des autres, finalement. Ouais, tout à fait. Surtout si tu gères ça les autres. Oui, encore plus. Ben, écoute, je pense que ça wrap un petit peu le volet, c'est tout le combat CCQ et Ouais. tout ça, mais en tout cas, c'est super intéressant. C'est quand même, je sais pas si tout le monde est au courant de ça, mais je trouve que c'est une petite page d'histoire de la gestion à Québec quand même qu'il faut savoir puis être reconnaissant. Moi, je vous remercie pour ça. Honnêtement. Ah, Tu sais, merci. moi, à cette époque-là, j'étais pas encore trop... tu sais, je commençais l'investissement, j'étais moins actif, tout ça. Fait que je l'ai moins vécu, tu sais. Ouais. Mais tu sais, d'avoir cette connaissance-là, je trouve ça super intéressant. Puis non seulement ça, mais de venir le partager ici aussi pour que les gens soient au courant. Mhm. Parce que c'est quelque chose que vous avez fait de le faire pour vous autres, Ouais. mais que les gens soient au courant, ben là, ça aide tout le monde. Tout à Puis fait. ça fait une différence. Puis que la Corpic Vraiment. a été impliquée, puis tu sais, je veux dire, On sont n'aurait là pas pour... pu sur ça sans C'est eux. ça, là. sans Sans tout le monde, eux. en fait, tout le monde était C'est derrière ça. nous. Là. C'est juste qu'on était juste en avant. Là. Exactement. Puis c'est quoi? C'est dans le fond, il y avait un pote carrément, puis le monde, il. En fait, on a eu une propriétaire. cotisation spéciale à Corpic à l'époque là, pour ça, OK. Fonds de défense. Donc, on a eu. Ça a aidé, ça a été un peu motivé ça, là, donc pour pouvoir avoir. Parce qu'il y a quand même des frais là, d'avocat là-dedans. Là, J'imagine, là, ça devrait pas être. Mais en dehors des frais, je pense que c'est plus l'ensemble. Tu sais, c'est toujours avec qui est derrière toi. Le message que ça envoie. C'est aussi, qui est derrière toi? Parce que quand tu es tout seul, là, tu peux pas te battre bien contre ce genre de situation-là. Je pense qu'en étant backé par tous les propriétaires d'immeubles, je pense que ça nous a donné un air d'aller. Good, good. Fait que, tu sais, si on revient un petit peu au volet, je voulais que tu nous parles un petit peu aussi de tout ton volet investissement. Tu sais, tantôt, on se disait, bon, est-ce qu'on crée une entreprise de gestion? Tu sais, pourquoi faire la gestion versus juste, tu sais, à faire nos propres acquisitions? Mais vous, ça représente quoi un petit peu votre volet? Dans le fond, les immeubles, que soit vous êtes propriétaire à 100%, que vous avez des parts dedans, ça représente quelle proportion de ce que vous gérez, mettons? Ben, en fait, on est investisseurs avec mes partenaires puis différents groupes. À peu près 20% de notre parc à peu près. Évidemment, tu sais, ça tente à grossir du fait qu'on fait du développement un peu plus maintenant. On fait de l'acquisition. Donc, le parc grossit. On grossit aussi en même temps. Évidemment, notre clientèle aussi vieillit, est à disposition. Donc, on fait des acquisitions aussi là, à travers notre parc aussi. Parfait. Puis tu sais, justement, dans le fond, c'est quoi un petit peu... vous avez quand même quelques projets de développement. Entre autres, on a reçu Gilles Pelletier là, dans un épisode ici. Pour les gens qui ne l'ont pas écouté, c'est un épisode super intéressant. Vous avez des projets avec Gilles. Vous avez d'autres projets de développement de votre bar. Je pense qu'il y a entre autres le plus majeur, le FITS, qui a été livré. Je pense que c'est 472 logements à Lévis, quelque chose Le comme fait, ça. on a travaillé avec Gilles là-dedans. Après ça, on a fait le Rinfraie avec lui là, comme co-développeur pour le Rinfraie. Donc, on a le FITS qui se termine dernièrement, là, qui va se finir le 1er juillet là, pour 490 logements là, à Lévis. Donc, ça, c'est un super beau projet, vraiment intéressant, en hauteur, en grande hauteur, ce qui fait en sorte 28 étages, la plus grosse, la plus 25, haute? 28 avec les parkings. Ouais. OK. L'ascenseur, si on veut dire ça. Non, ça, c'est une belle idée. Gilles avait visité, puis on a visité des immeubles pas mal, mais les Vous immeubles. êtes allé à l'extérieur, vous avez voyagé pour aller... Donc, tu sais, Gilles, là-dessus, il a eu une belle vision là, d'amener de l'hauteur, ce qui amène quand même 50% de nos logements dans le FITS avec des coins. Les coins c'est amènent ça, la c'est lumière. Puis aussi, ces styles d'immeubles-là, là, comme le FITS et le Rinfraie, là, qui est similaire. Les immeubles plus hauts puis moins larges. Moins un peu, c'est un peu large, qui ça. amène moins de corridors. Donc, souvent, là, tu sais, la grand-mère qui habite C'est dans ce qui est son recherché. corridor qui est très loin, qui sont l'épicerie. Aujourd'hui, on est direct à notre logement. Fait que tu Dans sors de le- l'ascenseur, Il y a 8 tu logements vois par tout de suite, étage. tu te promènes pas bien que tu as les logements. Puis... Ouais, c'est un super projet. Ça fait avec partie de te distinguer aussi, puis Oui. d'avoir un produit qui répond à ce que les gens cherchent un petit peu plus, qui amène une qualité de vie supérieure, qui
qui va t'amener peut-être une possibilité de mieux louer les logements aussi, Tout à plus fait. rapidement dans le marché Ben, actuel. moi, ça m'a surpris à quel point ça s'est bien loué aussi. Tu sais, je Ouais. me disais, quand même, c'est un gros morceau, c'est à Lévis, c'est un marché qu'il y a eu beaucoup de construction dans les dernières années. Ouais. Puis crime, ça s'est loué super bien. Oui, ça s'est bien loué. On est quand même on est plein les 2 premières tours, on est stabilisé. Puis la 3e tour, on est en livraison, donc ça va super bien la livraison. Dans la 3e tour, on a des équipements écœurants. Là. C'est la piscine, les gyms, conception, donc c'est vraiment Ça fait une intéressant. grosse différence Ouais, à la oui. location aussi. Là. Donc ça fait une différence. Mais c'est aussi c'est une vision que j'ai eu de partir aussi ça, donc ça a été super bien. Donc comme gestionnaire là-dedans, puis investisseur dans le projet, on est super content d'avoir travaillé avec Gilles là-dedans. Puis maintenant, on travaille avec lui là, aussi dans le Rainfray là, pour le 2e tour. On fait un projet, là, l'ancien Rainfray Volkswagen, sur Guillaume Couture, qui est à peu près 1,5 km du FITZ. Donc on fait ce projet-là avec Gilles, avec Ça, c'est 2 tours qui totalisent 200 quelques? 350 logements. On ok, livre la ok. première tour là, ce 1er juillet. 1er cette année. juillet, en même Donc, temps sans- que la dernière. Ouais, on tour finalise du un peu Fitz, plus tard, on le finalement. livre en 2 phases, celle-là. Donc, on livre le 1er septembre final, là, la première tour. Donc, on fait ce projet-là avec Alexandre, Nicolas, puis François, là, mes partenaires dans MSC Développement, là, pour ça. Et avec Gilles, évidemment, qui est le promoteur Ok. général là-dessus. Puis, je pense que vous avez un projet aussi à Saint-Constant, puis à Longueuil. Ouais, on on fait des projets. Là, on travaille beaucoup là, sur des projets différents. Donc, à Saint-Constant, on a un terrain là pour un 200 logements. Donc, on travaille tranquillement dans le développement. On les fait un à la fois. Quand même pas. C'est pas une marche dans le parc, comme on dit. Non, Il y c'est a quand même plusieurs étapes au niveau administratif dans ça aussi. Oui, il y a beaucoup de défis dans le développement. Ouais. Puis juste le financement. Le Là, tu sais, toi, financement. Roxane, t'es là-dedans tous les Ouais. jours, là, mais tu sais, ça se complexifie, puis ça doit être quand même quelque chose. Chaque étape demande beaucoup de patience hein, Ouais. au niveau Faut construction. pas avoir peur. Non, c'est ça. Il y a beaucoup de. Tous les jours, ça bouge. Là, c'est le taux d'intérêt. Quand c'est pas l'absorption, ces temps-ci, c'est l'absorption. Le défi, pas seulement dans le neuf, mais aussi dans le used. Tu sais, l'absorption est le défi de 2026. Puis on le savait un peu. C'est l'année qui était la plus forte là, dans les projections. Là, il y a à peu près 4 ans qu'on a fait des études de marché. On est encore en pleine période là, de location présentement. Là. Est-ce que vous voyez une grosse différence par rapport à l'année dernière ou c'est quand même modéré? Au niveau de toute De la location. l'absorption, dans le neuf ou dans tout? toute Dans tout. catégorie Mais en fait, je pense qu'on est revenu avant la pandémie. Là. Mhm. C'est quand même pas rien parce que, tu sais, c'est quand même pas rien de dire qu'on est revenu avant la pandémie au point de vue de la demande puis du marché locatif. Ouais. Alors que, il y a 2 ans, tu mettais un logement à louer, à bing bang, ça se louait tout ça. 50 messages. C'est ça, non, c'est ça. Ça a changé. Mais ça a coupé au couteau avec le stop sur l'immigration, le stop sur les étudiants étrangers, aussi la construction neuve qui est arrivée en plus, beaucoup de plus. Donc, on a comme pénurie de logements, ils ont frappé sur le clou, là, mais c'est pénurie de logements abordables, puis on ne construit pas abordable. Donc, il y a un méchant décalage entre ce qui se passe sur le terrain et le discours. Comme tu dis, on l'a dit combien de fois, pénurie de logements pendant des années, pendant, mettons, 2 ans. Ouais. Mais Colin, c'est pas long. Là, je te dis qu'il n'y en a pas de pénurie de logements. Là, peut-être, oui, il y a le concept d'abordabilité, mais ça reste que, tu sais, il y a de l'unité qui se livre dans le neuf sur le marché, on va se le dire. Puis même dans l'usager, comme tu disais, avec l'immigration qui a stoppé, crime, on le voit, là, c'est pas mal plus difficile. Là, en fait, il n'y a jamais eu de pénurie de logements. Il y a une pénurie de logements abordables. Depuis le problème est là. C'est toujours ça qu'il faut dire. C'est 1500 et moins. C'est pas mal ça le sweet spot partout un peu. Donc, c'est ça. C'est pas. Aujourd'hui, c'est ça le défi. Je pense qu'il y a. C'est toujours un défi de coût de construction, le financement. Après ça, c'est beaucoup de choses. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment l'absorption qui va être le défi. Tu penses-tu qu'il y a trop de construction neuve qui actuellement puis qui s'en vient au niveau de l'absorption ou c'est juste qu'on redevient un peu plus dans un marché normal puis équilibré? Ça redevient un marché normal, mais ça va se tempérer là, avec. Puis évidemment, je pense il va y avoir de l'immigration aussi éventuellement plus contrôlée, moins. De façon chose qui va aider. Là. La volonté des villes est là pour augmenter la population aussi, puis les efforts sont mis. Il y a de la migration, aussi des petits villages, des déplacements beaucoup. Puis aujourd'hui, le monde revient au travail aussi, hein, on voit ça. Donc, bonne chose. donc c'est sûr que ça va bouger un peu. Mais tu sais, je pense que c'est ça l'immobilier, c'est ça qui est stimulant, c'est que ça bouge tout le temps, on est toujours en mouvement, donc c'est très dynamique. Donc, il y a beaucoup de facteurs externes à nos projets qui influencent la suite. Là. Oui, c'est clair. Puis, est-ce que tu. Justement, il y a beaucoup de neufs qui se livrent, qui s'en viennent.
Est-ce que toi, tu penses qu'une espèce de migration de l'usager vers le neuf peut se faire ou tu sais, c'est plus, ça va rester comme deux marchés plus distincts, je sais pas quoi. En fait, avec la nouvelle grille du calcul, je pense qu'il y a du TAL qui vient de sortir. Je pense que ça va amener les propriétaires d'immeubles à investir un petit peu plus dans leurs immeubles. Puis donc, je pense que ça va aider un petit peu le renouveau là-dedans. Je pense qu'il y a beaucoup de besoins là au niveau du... le TAL, comme tu dis, c'est dans le fond, juste pour... c'est l'amortissement des travaux majeurs qui est passé de 40 à 20? Ou à peu près 37 à 20 ans. Ce qui a aidé, qui aide un petit peu plus, favorise un peu plus l'intérêt des propriétaires à investir dans leur immeuble. En tout cas, on va le voir là, éventuellement. Puis le parc immobilier a quand même besoin d'une bonne revitalisation. Fait que ça va faire du bien aussi de voir la qualité des vieux actifs augmenter aussi là, au fil des prochaines années. Oui, tout à fait. Donc, exactement. Il va y avoir plus de travaux. Donc là, après ça, la coût égale, le neuf, le pas le neuf. Après ça, c'est aussi le milieu de vie. Hein. C'est comme le FIT ou le Rinfet ou plusieurs immeubles comme ça, mais c'est un milieu de vie. Si on habite, c'est pas j'habite là, c'est je vis là. C'est un peu différent, un peu comme concept. Donc, oui, parce que maintenant, il y a tous les services dans un immeuble qu'on n'avait pas dans les bons vieux immeubles 1965. Là. Les espaces communs, où il fait bon vivre aussi. Oui, c'est ça. Ça agrandit le logement par dehors. Ouais. Mais c'est pour ça que je dis toujours aux gens, si on pouvait faire comprendre aux locataires que les corridors leur appartiennent, ça coûterait moins cher. Aujourd'hui, avant, les corridors appartenaient aux locataires. Ils voulaient que son corridor soit propre. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, les gens, ils rentrent avec leurs bottes, puis après ça, ils veulent ça augmente les coûts. On l'a oublié là-dedans dans l'augmentation de loyer. Plus le locataire est un peu partie prenante de l'entretien d'un immeuble, moins ça coûte cher. Puis en sachant qu'aujourd'hui, on n'a plus de concierge résident qui c'est inclus à 100$ par mois, qui fasse la balayeuse, qui fasse un peu tout ça. Aujourd'hui, c'est des externes, des contrats, donc c'est une fois par semaine, c'est pas à la besoin, c'est beaucoup de changements qui influencent ça. Parfait. Puis écoute, il reste quelques petits points à jaser là, avant la fin, mais tu sais, je voulais savoir pour les gens qui nous écoutent, qui démarrent un peu plus dans l'immobilier, tu sais, toi, tu as un parcours où tu es propriétaire de plusieurs immeubles, tu as bâti une entreprise de gestion. C'est-tu un parcours que tu recommanderais à quelqu'un d'aller vers la gestion? Mettons, à Québec, dans le marché de Québec, on disait que c'était peut-être un peu serré aussi à Québec. C'est-tu quelque chose que tu recommanderais? Là, c'est sûr... Peut-être que tu vas dire, genre, je veux pas me créer de la compétition, mais tu sais. Non, mais j'ai aucun problème à la compétition. C'est ça. Parce que tu sais, on en voit, à chaque année, il y en a qui émergent, tu sais, des petites entreprises, tout ça. C'est-tu quelque chose que tu conseilles en fait, je conseille de faire ce qu'on aime dans la vie. Là. Donc, si quelqu'un aime l'immobilier, aime les problèmes, en tout cas, aime les solutions. Hein. Les solutions. Donc, s'il aime trouver des solutions, être actif, dynamique dans ce monde-là, je pense qu'il ne s'ennuiera pas. Après ça, est-ce que la gestion immobilière, c'est la partie la plus lucrative dans l'écosystème de l'immobilier? Je ne crois pas. Mais je pense que c'est le cœur de l'immobilier, ce qui fait que c'est un peu le cœur poumon de tout ça. Parce qu'après ça, le promoteur, c'est pas la même chose, mais c'est un autre défi. Après ça, la construction, c'est un autre défi. Le financement, c'est un autre défi. Il y a beaucoup de choses autour de la gestion, l'acquisition, les courtiers, ainsi de suite. Donc, c'est pas la partie la plus lucrative de l'immobilier. Mais ça fait quand même un écosystème qui est quand même, on va dire, qui passe à travers les pandémies, on va dire, au niveau des entreprises qui stables, puis qui fonctionnent. Donc, j'encourage tout le monde à se lancer là-dedans. Puis la compétition, oui, il va en avoir, mais je pense que le client a toujours un peu un lien avec son gestionnaire. Donc, je pense que chacun trouve son bon juste. Puis quand on fait bien les choses, on travaille pour notre client, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde là-dedans. Puis en sachant aussi que ce marché-là grossit, le marché du gestionnaire immobilier. Dans le sens, c'est ça, parce que peut-être comme on jasait un petit peu dans la pré-entrevue, le propriétaire unique, qui gère un peu tout lui-même, qui a un 6, un 12, mais sans plus, ça aussi, c'est un peu en voie d'extinction. On les achète un peu, ces immeubles-là, mais là, il y en a plus beaucoup. Là, c'est plus des groupes, puis donc peut-être d'où le besoin en gestion qui est grandissant, j'imagine. Oui, il y a ça, puis avec toute la complication qui se fait maintenant, là, c'est plus difficile, il y a plus de règles, il y a plus de choses à savoir pour gérer un immeuble, donc souvent il y a ça. Puis il y a un gain aussi à être en gestion aussi, parce que tu as un conseiller qui est disponible pour là, tu as les bonnes pratiques, il y a beaucoup d'avantages à être en gestion, ça dépend du coût, mais si on fait des tâches, comme je disais un peu, les peinturiers et patios,
Il envoie son gars de 15 ans le peinturer, mais c'est pas... Puis c'est ponctuel et c'est planifié. Hein. C'est comme le déneigement puis la pelouse. Hein. C'est plus facile de faire la pelouse que le déneigement. Je vous dirais que c'est ça. Donc la gestion immobilière, c'est plus comme le déneigement. C'est un peu tout le temps. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Hein. On le sait, 365 jours. Ça vous amène des belles opportunités aussi parce que les immeubles, vous les connaissez aussi. Oui, là. ça nous appelle des opportunités, c'est la confiance. Ça amène effectivement tout ça. Alors, c'est ça. Je pense que pour moi-même un peu répondre à la question, je pense que ça reste que faire une entreprise de gestion, si tu n'investis pas à côté, je ne suis pas sûr que c'est si viable que ça. Je pense que quelqu'un qui veut aller faire ça, il faut que ça soit imbriqué dans un big picture un peu plus. Ça, c'est mon opinion personnelle à moi. C'est un écosystème, effectivement. Ouais, c'est ça. Parce que d'aller faire de la gestion au niveau financier puis tout ça, ça vaut-tu la peine tant que ça? Je pense que faut l'imbriquer un petit peu là, dans faut que ça soit imbriqué. C'est pour ça qu'il faut être actionnaire de plusieurs immeubles. Ouais. Puis, as-tu des conseils que tu donnerais à quelqu'un qui, pas nécessairement qui veut bâtir une compagnie de gestion, mais qui veut bâtir un parc immobilier? Les jeunes qui nous écoutent, t'as-tu des conseils à leur donner? Je pense que je dirais, mon seul conseil, ça serait de se lancer. Souvent, j'entends du monde, j'attends de voir la bonne opportunité, le bon financement, la bonne chose. À un moment donné, il faut, je pense, s'informer comment ça marche. Je pense aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations, mais c'est peut-être trop des fois. Je pense qu'il y a des gens qui freinent à ça. L'analyse paralyse. L'analyse paralyse, comme on peut dire. Donc, je pense que je dirais, mon conseil, c'est achète-en un. Ouais, c'est ça. Commence à te faire la main. Commence là, puis mets-toi dans le trouble un peu. Parce que, évidemment, c'est comme ça qu'on apprend. Là, je pense. Puis c'est comme ça que tu apprends à voir si tu aimes ça aussi. Si c'est fait pour toi, parce que on en avait parlé un petit peu avec Patrick. Lui, il l'avait essayé, puis c'était pas parfait pour lui, puis il s'en est vite rendu compte aussi. Ouais. Puis après ça, il y a d'autres moyens. Tu peux investir activement, tu peux investir passivement, tu peux trouver ta voie là-dedans, mais tant que tu l'as pas essayé, c'est dur de le savoir. C'est quand même impliquant. Là. C'est pas... C'est une entreprise en soi, un immeuble. C'est pas une entreprise active aux fins fiscales, mais c'est une entreprise. Mais c'est quand même plus actif que ce que les gens pensent. Ah, tout à fait. Il reste humain, il faut aimer les humains pour faire ça aussi. Il ne faut pas faire ça seulement pour l'investissement. Il faut faire ça touche ça, là, c'est un peu. C'est de mettre un toit sur la tête des gens. Il faut le faire sérieusement. Effectivement. Éthiquement aussi. Oui, puis parlant d'éthique, justement, ça m'amène un point, que Roxane puis moi, on s'est fait poker l'autre fois par quelqu'un. Dans le fond, on s'est fait dire, Roxane a fait du courtage, puis elle investit, puis moi, je fais de la gestion, puis j'investis. Fait que là, on s'est fait poser la question, mais tu trouves pas que tu es en compétition avec tes clients, puis que c'est pas éthique? Donc, toi, qu'est-ce que tu penses de ça, de dire que tu as des clients pour lesquels tu gères leurs immeubles, mais toi aussi, tu investis de ton bord, pas plus fou qu'un autre, là, Qu'est-ce que tu dirais, toi, à ce moment-là? C'est un grand marché, là, c'est un bien en soi, donc je n'ai pas de problème avec ça. De toute façon, on n'est pas mes clients, quand ils ont une offre d'achat, c'est pas lié à moi. Là, c'est comme, Oui, c'est ça. Ton client qui te contacte et il dit hey, j'ai fait un offre sur tel immeuble, tu vas l'accompagner, tu n'iras pas. Mais je peux pas. En fait, je suis déjà pas. Effectivement, tout le temps, là, évidemment. Ça. Tout le temps. De toute façon, je pense qu'on est tous, on a tous justement des règles, des normes éthiques puis des valeurs. Puis on ne se mettra jamais dans une situation où on est en compétition avec un de nos clients, finalement. Puis même, nous autres, de notre côté, PMML, on a des règles internes que c'est s'il y a un client qui est sur un immeuble, peu importe, dans toute l'organisation complète, c'est validé avant. Ça va quand même un casse-tête, parce que c'est courtage hypothécaire, courtage immobilier. Fait que, il y en a. Là, maintenant aussi, puis on est vraiment, il y a vraiment des règles qui sont super claires au niveau qu'il n'y a jamais un courtier ou un employé de PMML qui va se retrouver sur un immeuble en compétition avec un client de PMML. Puis ça, c'est hyper clair. Puis je pense que c'est important aussi d'avoir des règles établies par rapport à ça pour ne pas se retrourer dans des situations de conflit d'intérêts parce que ça peut faire jaser longtemps, là. Tout à fait. C'est pour ça que je n'ai pas choisi le courtage immobilier. Parce que mais c'est aussi, on a plusieurs employés chez nous qui ont des immeubles, puis ça fait juste comprendre encore plus notre client. Donc, je pense que ça vient juste aider notre client à comprendre l'immobilier en étant propriétaire nous-mêmes d'immeubles. C'est d'être cordonnier bien chaussé, dans le fond. Puis, moi, ce que je réponds aussi à ça, c'est OK, essaye une entreprise de gestion qui ne possède pas aussi d'immeubles. C'est peut-être que c'est un risque en soi là, d'aller avec une compagnie qui ne le vit pas du côté investissement. Je me dis c'est un avantage. Mais ça nous rend toutes meilleures. Parce que moi, je pense que je suis une meilleure courtière de parce que je suis propriétaire. Puis je suis une meilleure investisseur de parce que je suis courtière. Fait que je pense que on a tout à y gagner là-dedans. Puis nos clients et les vôtres en bénéficient aussi de ces connaissances-là. Tout à fait. C'est clair, c'est clair. Pas de problème là-dedans.
Super. Puis, qu'est-ce qui t'attend pour les prochaines années? Je pense que tu as quand même une relève qui est quand même bien en place. Mettons, comment tu vois les 5-10 prochaines années dans ta position? Bon, on avance, puis il y a beaucoup de défis technologiques, clients, optimiser nos processus, améliorer notre service. Je pense qu'on est toujours à l'acquisition, on a beaucoup de développement qui s'en vient. Donc, je pense que pour on peut voir loin, là, mais une dizaine d'années sûrement encore. Mais tu sais, c'est tellement stimulant que on y va le même. Tu sais, on court pas on avance tranquillement, mais on ne court pas après ça, puis on n'a pas du goût de développer, puis d'arriver à 20 000 portes demain matin. Puis c'est l'objectif de ça. C'est pas juste ça. Je pense que c'est d'avoir un équilibre, puis de grandir tranquillement. Bien aussi avec notre équipe, toute mon équipe. Tu sais, puis ça prend une bonne équipe pour arriver à ça. Donc, puis on en a une, mais faut pas s'essouffler non plus. Puis dans le fond, je pense que tu es rendu avec trois autres associés dans MSI, c'est ça? Fait que tu sais, ça, j'imagine, c'est des plus jeunes, là. C'est un peu c'est un peu de la relève. Ouais. Puis ça fait quand même plusieurs années aussi là, qui sont actionnaires. Oui, avec Alexandre toi. est avec moi depuis 11 ans, je crois, en 2015. Donc Alexandre a participé au succès des MSI là, totalement, avec son frère Nicolas Martel aussi, qui est là depuis 2018. Puis maintenant, nouveau, là, Benjamin qui vient d'arriver, là, Benjamin qui s'occupe de toute la location. Puis Ça, j'imagine que ça aide à pousser le bateau un petit peu à un moment donné. T'arrives à un niveau dans ta carrière où ce que tu te dis, bon, là, ça va peut-être me prendre des plus jeunes pour pousser. J'imagine que c'est un peu comme ça qui est venu. J'ai des gars qui se donnent corps et âme. Ça se fait un peu naturellement, j'imagine. Oui, ça se fait naturellement. Dans le fond, c'est certain que grâce à eux, on avance plus vite. Là, puis on a avancé dans les dernières années grandement grâce à eux. Donc oui, mais la relève, on ne sait jamais la relève. Hein. Il y en a qui quittent maintenant, qui prennent la retraite à 45 ans dans l'immobilier. Donc, tu sais, ils sont à peu près de ton âge, donc on ne sait pas. Donc, on ne sait pas l'avenir, mais aujourd'hui, on aime ça, on s'amuse, puis on a des plans, là, on va dire court terme, moyen terme, 5 ans, là, on sait où on s'en va pas mal. Mais pour le reste, on ne le sait pas encore. Mais tu sais, effectivement, m'entourer de jeunes, ça rend dynamique. Puis, je pense qu'on reste à l'affût dans tout ça, là, avec ce monde-là. Absolument, absolument. Écoute, Simon Lessard, président de MSI Gestion immobilière, je te remercie pour ta participation au podcast. Puis comme j'ai dit aussi, je te remercie aussi pour la fameuse bataille CCQ. L'initiative. C'est quand même quelque chose de super intéressant. Fait que un gros merci à tous. Merci Michael, merci Alexandre d'avoir accueilli. Yes, merci Alexandre.